Bon contexte, on est en 1972 et ces deux gars vont créer une des plus grosses révolutions numériques de l'histoire. Ces deux bonhommes, c'est Nolan Bushnell et Alan Alcorn, et ensemble, ils vont donner naissance à ça. Oui, ils viennent de créer Pong et accessoirement, ils viennent d'inventer le concept de jeu vidéo. Et ils ont fait ça en 1972. Internet n'existe même pas encore. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Nous, on se retrouve en 85. À ce moment, ça fait 4 ans que ce jeu est sorti sur arcade, et le jeune Shigeru Miyamoto de chez Nintendo se dit que ça serait pas mal de faire un jeu vidéo sur ce personnage-là, Jumpman. Et c'est comme ça que naît le tout premier jeu vidéo de notre plombier préféré, Super Mario Bros. Qui n'est pas seulement disponible sur arcade, mais aussi sur le tout nouveau bijou de chez Nintendo, la NES. Des milliers de familles peuvent jouer de chez elles à ce nouveau jeu vidéo. Comment vous dire que ça a créé une petite révolution ? Mais nous, ce petit ensemble de pixels, il nous intéresse pour autre chose. Pour voir ça, rendez-vous dans le tout premier niveau du jeu. Et hop la pause. La particularité de ce passage, qui est le tout premier niveau du jeu, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de tutoriel. Rien qui nous indique comment jouer. Le message est clair, on doit apprendre par nous-mêmes. Alors ma question est la suivante. Vous êtes un enfant de 10 ans, dans les années 80, vous allumez paisiblement la NES que votre maman vous a offerte il y a quelques jours, et Super Mario Bros se lance. C'est la première fois que vous y jouez et vous êtes dans cette situation. Comment vous faites pour savoir que si vous effleurez cette chose, la partie se termine? Comment vous faites pour savoir qu'il faut sauter sur la tête de ce pauvre Goomba pour le faire disparaître et avancer dans le niveau? Et bah la réponse est simple, vous ne pouvez pas le savoir. Vous allez vous foirer misérablement, encore et encore, jusqu'à avoir la chance, ou l'intelligence, de sauter par-dessus ce Goomba, ce qui vous fera l'esquiver, et bravo, vous venez de passer le premier obstacle du jeu. Et peut-être même qu'à un moment, vous aurez la chance de sauter sur lui, ce qui vous fera réaliser que ça a pour conséquence de l'éliminer de la surface de votre écran. Et félicitations, vous venez d'apprendre à jouer à Super Mario Bros. Vous avez compris et exploité des mécanismes qui vous étaient inconnus il y a quelques minutes, et ça, juste en analysant la façon dont vous êtes mort. Vous vous êtes adapté, vous avez effectué un apprentissage par l'échec. Et ce moment, cette réalisation, cette satisfaction qu'a le joueur à avoir appris une chose par lui-même, dans le monde du jeu vidéo, elle est terriblement importante. Des années plus tard, en 2025, des centaines d'industries continuent à exploiter ce principe. Des métiers vont se créer autour de ce principe, et d'innombrables jeux respecteront cet aspect clé du jeu vidéo. Je vous présente l'art de rendre un jeu parfait. Voici le level design. Laissez-moi vous expliquer. Nous, on n'est pas des machines, donc notre premier réflexe quand on voit un truc très chiant dans un jeu, c'est de poser la manette. Aucun humain ne va se casser le cul, essayer toutes les combinaisons de touches possibles pendant des heures pour s'approprier les mécaniques d'un gameplay. Nous, on veut juste comprendre comment un jeu fonctionne, et le comprendre vite et bien. Et ça pose problème aux développeurs, car les jeux vidéo, ils se complexifient de plus en plus, avec des mécaniques parfois très difficiles. On est loin du Mario qui doit juste sauter sur un ennemi mal formé, là, on parle de stratégie de gameplay tellement situationnelle, tellement variée, parfois très complexe. Le joueur a aucune chance de deviner ça. Alors, comment on fait? La première idée venue en tête, c'est les tutoriels. Comment dire, ça marche bien au début, hein, mais quand tu vois les tutos de certains Final Fantasy qui prennent de putain d'heures à finir, on va s'en passer. Les tutoriels c'est bien, mais c'est très vite chiant. Il va falloir trouver autre chose, et c'est là qu'on fait appel au level designer. Alors, c'est un terme un peu vaste, mais je vais essayer de le simplifier. Déjà, faut faire la différence entre level designer et game designer. Si vous avez déjà le crâne qui chauffe, vous inquiétez pas, c'est la seule partie un poil technique de la vidéo. Alors, le game designer, c'est celui qui s'occupe de construire les règles d'un gameplay, la physique d'un jeu. Et le level designer, c'est celui qui s'occupe d'appliquer ces règles. Pour un exemple concret, on va prendre la conception d'un jeu d'échecs. Le game designer, ça sera celui qui crée les règles d'un jeu d'échecs. Et le level designer, c'est celui qui prend en main la conception de l'échiquier et qui s'occupe du placement des pièces sur le plateau. Bon, en vrai je blablate beaucoup, mais en gros, le level design, c'est ça. Pour en arriver à ce résultat, faut bien un brouillon, non? Je vous présente le blocking, réalisé par un level builder. En gros, c'est le squelette du jeu. On décide à quel endroit sont posés tel ou tel bâtiment ou objet. Alors oui, c'est hideux, mais le but, c'est pas l'esthétique. L'objectif, c'est d'évaluer le potentiel d'un jeu et sa jouabilité. Parce que croyez-moi que si un jeu est fun à jouer ressemblera à ça, je peux vous affirmer sans trop de soucis qu'il sera incroyable une fois fini. Une fois le squelette posé, faut donner de la vie à un univers.
c'est le moment de placer les éléments du gameplay. Mais c'est aussi le moment de revenir au gros problème des tutoriels. Pour comprendre pourquoi ça pose souci, faut regarder l'évolution dans l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, quand on achète un jeu, ce qu'on recherche surtout, c'est une évasion. On veut être en immersion complète dans notre écran. On veut se connecter au jeu. Et on veut passer un bon moment. Là où avant, on cherchait juste à occuper notre temps, et rien d'autre. C'est justement pour ça que les tutos tels qu'on les connaît posent souci. Parce qu'ils cassent cette immersion en nous rappelant constamment qu'on est dans un jeu. Et ça, pour beaucoup de joueurs, c'est juste pas attractif. Ça fait longtemps qu'on essaie de petit à petit supprimer les tutoriels, devenus trop répétitifs. Aujourd'hui, ce que tous les joueurs veulent, c'est que les jeux vidéo arrêtent de les prendre par la main. Ils veulent de la liberté dès les premières secondes de gameplay. Ils veulent la mort des tutoriels. Et c'est là que l'art du level design entre en jeu, pour essayer d'effacer un élément devenu repoussant pour de plus en plus de joueurs. Mais comment on fait pour supprimer un passage qui est littéralement censé expliquer comment on joue? Est-ce que c'est même possible? Les level designers cherchent encore, puis ils trouvent la meilleure manière de supprimer un élément essentiel mais ennuyeux dans un jeu. La réponse, c'est de déguiser cet élément, et c'est exactement ce qu'on va faire. Pour vous, ça ressemble à quoi un tutoriel? Et aujourd'hui, un tuto, fait par toute une équipe de level designers, ça ressemble à ça. Oui, vous venez littéralement d'assister à un tutoriel déguisé en phase normale de gameplay. Comment? En fait, la réponse elle est sous vos yeux. Dans les premières secondes, on vous donne directement une arme et on nous apprend subtilement à l'utiliser. C'est face à des ronces qu'on peut casser, nous faisant comprendre que les armes ne seront pas efficaces que contre les ennemis, mais interagiront avec tous les autres éléments présents aux alentours. Puis, on nous montre que mettre notre prothèse de bras sur cette espèce de cercle, ça peut faire bouger certains éléments. Ensuite, on nous met face à de l'eau pour qu'on apprenne à nager et on nous fait aussi découvrir le système d'endurance. Bon, je vais pas continuer sinon ça prendrait des heures parce que toute l'île du début du jeu est conçue comme ça. C'est une sorte de grand tutoriel qui vous donne 80% des connaissances qui seront nécessaires pour la suite de l'aventure. Les 20% restants, vous les obtiendrez au fil du gameplay. Et parfois, ça va même beaucoup plus loin, comme dans ce passage de Breath of the Wild. Bon, je vous refais pas le topo, Link se réveille de sa sieste plutôt conséquente, il sort, et là, vous voyez ça, des pommes. Une des premières ressources à laquelle vous avez accès, vous vous précipitez donc à l'assaut de ce pauvre fruit, mais là, il y a un problème. Cette pomme, elle est trop en hauteur pour pouvoir l'atteindre en sautant. Donc vous essayez jusqu'à ce que il se passe ça. Et voilà, les développeurs viennent de vous faire comprendre qu'on peut escalader presque n'importe quoi dans ce jeu. Et voilà, on vous a fait croire que vous venez de découvrir une mécanique par vous-même, grâce à votre intelligence incroyable, alors que tout ce que vous venez de faire a été minutieusement planifié. Maintenant, faut que je vous avoue un truc, je vous ai caché quelque chose. On arrive vers la fin de la vidéo, et je vous ai même pas parlé de la meilleure facette du level design. L'architecture, c'est peut-être une des plus belles phases dans la construction d'un jeu, mais c'est aussi la plus délicate. Le level architecte, c'est celui qui doit mettre la cerise sur le gâteau, celui qui doit transformer un jeu avec du potentiel en un jeu juste magnifique. Alors, comment on fait? Déjà, faut savoir que l'architecture d'un niveau dépend beaucoup de l'univers du jeu. Le décor sera pas pareil dans un Hollow Knight, avec une ambiance sombre et mystérieuse, que dans un Mario Odyssey, avec ses couleurs et ses persos trop moignons. Le level architecte est là pour renforcer l'immersion du joueur, et en bonus, ne pas casser la logique d'un univers. Par exemple, dans un Bloodborne, personne ne s'attend à croiser des bâtiments rose fuchsia, c'est bien normal. On parle d'un jeu avec des boss qui ressemblent à ça. Donc faut faire accorder les couleurs pour donner cette ambiance lugubre au jeu et ne pas le dénaturer. Et ce besoin de créer des décors très personnalisés pour chaque jeu, ça crée l'identité visuelle d'une licence. Pour vous le montrer, on va faire un jeu. Vous pouvez me donner le nom de ce jeu, de celui-ci, et de celui-là. Vous venez juste de nommer des licences avec une seule petite image de leur gameplay. Après, l'architecture, ça peut servir à autre chose. Raconter une histoire, sans narrateur. Pour voir ça, rendez-vous dans le jeu BioShock, dans la ville de Rapture. Avouez que vous arrivez un peu à comprendre ce qui s'est passé dans cette ville. On y voit d'anciens bars chics, des théâtres, des immeubles plutôt luxueux. Cette ville devait accueillir une population aisée. On peut aussi constater que cette cité a été fondée sur des concepts philosophiques nouveaux, dirigés par ce monsieur. Il y a évidemment un moment où la ville a dû sombrer, à tout hasard, en 1959. Et voilà, en même pas une minute, on vient de résumer l'histoire de la cité Rapture. Et tout ça avec des éléments de décor correctement placés et de la logique. Pour moi, le level design, c'est un des aspects les plus importants dans le monde du jeu vidéo.
Déjà parce qu'un beau level design garantit quasiment une expérience incroyable, mais aussi parce que c'est un des rares aspects du jeu vidéo qui est profondément humain. Je veux dire, n'importe quelle IA peut exécuter une ligne de code, n'importe quelle IA peut coder un jeu un tant soit peu bien foutu. Mais est-ce qu'une IA peut faire ça? Alors, dans un monde où l'IA semble prendre de plus en plus de place, prenons le temps d'admirer la seule chose qui peut rendre un jeu vidéo parfait.